qui s'appelle Thor et Loki, frères de sang, qui à la base était juste une mini-série Loki parue en 2004, euh, avec un scénario par Robert Roddy, ou Robert Roddy, j'imagine, et les dessins. Robert! Robert, voilà, deuxième prénom de mon frère, hein, voilà. Euh, et illustré par, alors, Esad Ribic, je suis quasiment sûr que ça se prononce Che, les C avec. Je suis pas sûr, mais je crois. Qui a énormément fait Et bah, tu vois, j'ai appris quelque chose déjà ce soir. Bah, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais c'est pas impossible. Euh, Voilà, une mini-série Loki, et j'en ai parlé la semaine dernière, je crois, pour comparer je sais plus trop quoi, et je me suis dit, bon, ça m'a donné envie. Euh, et c'est un titre que j'aime tellement que je l'ai lu d'abord en numérique. Et quand j'ai vu que Panini, qui s'était enfin sorti les doigts du derrière, et qu'ils étaient ainsi on faisait des belles éditions, et du coup ils ont sorti sur enfin pas mal sur quelques titres, des grands formats, mais vraiment des grands formats bien quali, tout ça. Euh, et un de ces Ah, titres-là, un peu c'était comme l'histoire sur Magneto au camp de concentration? C'est sur ce format-là? euh, Je crois que c'est le Testament, non? je sais pas. Alors oui, c'est le Testament, mais moi le Testament, je l'ai acheté en must-have, un truc comme ça chez Panini, et c'était Ah, un format ok. plus classique. Mais peut-être qu'ils en ont fait un format comme ça, je sais pas là pour le coup. Si dans le chat vous avez la réponse, je suis preneur. Mais ouais, c'est les gros formats avec les petits rubans de couleur, bah, comme on le voit hein, sur la cover. Enfin bref, voilà, une belle édition pour un beau bouquin qui raconte qui raconte une fois que Loki a réussi à conquérir Asgard et à faire emprisonner Thor, Sif, Baldur, Odin, etc., etc. Ça se lit vite, 4 numéros. Qu'est-ce que c'est beau! D'ailleurs, j'ai mis plein d'images parce que c'est beau de partout. Il y avait un Silver Surfer et un Wolverine Revenge noir et blanc. Ah ouais, il coûte un petit peu plus cher, mais il y a des ouvrages pour lesquels ça vaut vraiment le coup. En plus là, avec la qualité du stream et tout, en plus là, ça passe par un partage d'écran Discord, c'est pas le meilleur des trucs, mais voilà, allez voir, ne serait-ce qu'aller voir des images sur internet, et si ça vous donne pas envie, à la limite, bon, si vous aimez pas, j'ai vu, alors c'est ouais, c'est Mac qui disait qu'il aimait Moi, pas ça le me donne style envie, voilà, Mike il a dit qu'il aimait franchement. pas le style de Rebic. Bon, là pour le coup, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, mais je pense que ça va en plaire à beaucoup. Il y a vraiment une qualité, vraiment peinture, limite peinture un peu. Et pas mal de peintres, notamment dans l'Antiquité, enfin pas l'Antiquité, mais durant la Renaissance ou Mais l'époque. c'est un peu ce que j'ai. Et là, quand je vois par exemple l'image de gauche, j'imagine parfaitement ce dessinateur sur du Conan le Barbare, quand je vois les Hmm, mecs il un a fait peu ouais, habillés comme celui-là à il a gauche. fait des trucs sur Conan, ouais. Et quand je vois la madame un peu en Power Rangers, là, je disais, j'imagine aussi faire tu sais, les dessins super grands en mode pin-up. Là. Hmm, C'est franchement, ah non, je connaissais pas, j'aime beaucoup le dessinateur. ouais, il a pas mal, ses trucs les plus connus récemment, il a pas mal bossé sur les runs Thor de Jason Aaron, genre avec, comment il s'appelle le gars là, Gore, le dieu boucher, enfin ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez un grand format, je vous vraiment conseille d'aller là-dessus. Et ouais, il y a vraiment une qualité vraiment peinture un peu de la Renaissance ou du 19e sur justement la mythologie nordique, voilà, style la chevauchée des Valkyries, enfin, les trucs comme ça. Voilà, il a aussi fait Secret Wars avec Hickman. Donc bon, voilà, c'est un gars qui fait du bon taf. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes, voilà, donc c'est Sif qu'on voit avec la tenue rouge et blanche. Alors, je suis pas sûr de l'info, mais Ah, je l'aurais pas reconnu hein, quand même. euh, quand j'ai regardé la vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Back Issues, qui en gros chaque semaine ils prennent un comics et ils en parlent. En fait, c'est un gars qui a lu et qui en parle à deux autres personnes sur un canapé, et du coup il raconte l'histoire comme ça. Euh, et alors, il disait que sur ce titre-là, il y a clairement certains endroits où ça se voit clairement que les femmes ont été dessinées, même les hommes hein, parfois, les femmes et les hommes ont été dessinés pour être beaucoup plus dénudés, et qu'en fait derrière, à la colorimétrie, l'éditeur a un peu dit mais pas sa couleur chair, enfin peau, parce que Couleur de voilà. peau. Voilà, mais une Ok. couleur perdue, c'est pour ça que par exemple Sif, par exemple au niveau de ses bras, ça colle tellement que pour moi c'est juste, on dirait qu'ils ont mis de la couleur rouge sur ses bras et pas, voilà.
voilà, pour un peu camoufler et un peu tout Pas, petit pas peu de plus grand petite culotte public. chez Marvel alors, c'est pas comme chez mon pote. Voilà, mais il y a qu'à voir la tenue d'Ella. Enfin voilà, c'est beaucoup Alors on voit aussi plein de muscles chez les hommes aussi, mais voilà, un peu partout, c'est des gens avec pas beaucoup de vêtements. Mais je pense qu'à un certain moment, on a dit au gars de la couleur, non, fais en sorte que ce soit pas genre de la peau nue, parce que sinon on va être dans la merde pour publier ça. C'est pas sûr comme info, mais vu la gueule des dessins, vu la gueule des personnages, c'est vraiment pas impossible. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors tu peux passer, parce que je crois que j'ai mis deux ou trois slides de photos, et je me dis, il y avait tellement de beaux trucs que voilà. Ce que j'aime bien, c'est que Loki a vraiment une sale tête. C'est pas Tom Hiddleston, hein, loin de là. Il a vraiment une sale tête. Il est vraiment un peu pourri, etc. Voilà. J'ai mis aussi un petit peu j'ai mis un petit peu des images de décors aussi, de paysages. J'avais jamais remarqué. C'est la première fois, c'est en le relisant là pour cette semaine. Dans l'image à gauche, la partie basse où c'est vraiment juste Loki dans un couloir un peu en clair-obscur. Je sais pas pourquoi je trouve ça. On pourrait mettre ça au Louvre, ça presserait crème. Donc il y a un petit côté Nighthawks de Edward Hooper, je trouve, en termes de vibe. Donc voilà, c'est admirer les dessins. Allez voir des images sur internet et lisez, hein, ça serait encore mieux, mais voilà, c'est vraiment c'est beau. Voilà. Bon, après, bon, en termes d'histoire, on a aussi voilà Loki qui fait face aux épreuves du pouvoir. Il y a des figures de son passé qui reviennent pour le hanter. Il est en mode est-ce que je dois exécuter Thor ou pas, etc., etc. Voilà. J'aime bien aussi beaucoup qu'il y a pas mal de fois dans les quatre numéros où il y a pas mal de personnages qui arrivent, qui apparaissent avec en T-pose, voilà, avec les bras pas le long de leur corps. Il y a vraiment un côté un peu limite très mélodramatique, très j'apparais comme une figure divine. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. C'est très shakespearien dans le récit. J'aime beaucoup. Et voilà, et à toute fin, j'ai mis, je sais pas, la planche de droite, on dirait presque ouais un tableau, pas surréaliste, mais un peu. Enfin voilà, Mazette que c'est beau. Je pense que c'est aussi pour ça que Panini a choisi ce titre-là pour, euh, pour les grands formats parce que, enfin voilà, donc voilà, allez voir des images vraiment haute définition du turfu, je vous en conjure, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et l'histoire est bien aussi. C'est vrai que je parle beaucoup des dessins, mais l'histoire est bien. Non, mais je suis d'accord, c'est très beau, je connaissais pas. C'est ouais, très, très impressionnant. C'est encore à moi. On va parler de Crow maintenant. Est-ce que vous connaissez? Je pense que vous connaissez au moins deux noms. Martin, dis-moi, tu l'as vu? Tu l'as lu? Est-ce que tu connais? Pas du tout? Oui, c'est le fameux film avec le Skarsgård sorti il y a à peine 2 ans. Je rigole bien sûr. Ah, tu Euh, m'as fait peur là. non. Oui, alors je suis au courant de son existence. Je ne l'ai jamais lu. Euh, Et tu l'as jamais vu non plus? J'ai jamais vu le film de 96, 94. À la limite, si je devais regarder un film, je regarderais celui-là, qui apparemment est bien. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, oui. Mais je vais finir par y venir. C'est juste qu'il faut que je trouve le créneau, quoi. Ok. Alors moi, le film, je l'ai jamais lu. Le film, je l'ai jamais vu. Il est rentré dans la légende hein, par rapport à Brandon Lee, mais Ouais, je l'ai jamais vu. Il malheureusement. faudrait que je le vois quand même, ces quatre. Euh, Concernant le bouquin, je l'ai lu. Je l'avais beaucoup aimé, mais voilà. Lorsque j'avais besoin de place et qu'il fallait que je fasse des choix, je m'étais séparé de ce bouquin. Et bah, après, j'étais carrément dégoûté parce qu'il était du coup bah, là quand Delcourt l'a réédité, bah, je l'ai racheté. Donc comme ça, j'ai pu le mettre dans mon étagère et cette fois, il ne quittera pas. Donc De Croo, c'est peut-être, je pense, l'un des comics indépendants les plus connus, hein, j'allais dire aux États-Unis, mais peut-être même à travers la planète. Bon, notamment grâce au film, même si le bouquin, lorsqu'il est sorti, a eu succès aussi aux États-Unis. Avant de parler de l'histoire, il faut, d'autant plus qu'elle se résume quand même assez vite, il faut un peu parler de l'auteur, donc qui est James O'Barr. Il faut savoir que une bonne partie de l'intérêt de ce bouquin réside dans l'histoire de son auteur. Donc il faut savoir que James O'Barr, lorsqu'il était plus jeune, donc, le comics est très vieux, hein, donc, je vous parle vraiment d'une histoire vieille, il a perdu sa femme, ou sa petite amie de l'époque.
Il a été vraiment marqué par cette perte. Et à ce moment-là, bah, il faut un peu. Bah, tu as forcément, on va dire, un avant et un après. Tu as forcément une transformation, un changement en toi. Et souvent, il faut que tu arrives à extirper, on va dire, à faire sortir toute cette. Alors, tu vas avoir beaucoup de choses, cette tristesse, cette colère, tous ces sentiments néfastes, j'ai envie de dire, pour que tu puisses, toi, aller de l'avant. Pour ça, il y a mille et une manières. Bon, c'est jamais facile, mais il y a plusieurs moyens. Et pour James Hobart, ce moyen, ça sera De Croo. Ça va être un peu son, je crois que le terme c'est exutoire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ça va être, ça va être son exutoire, ça va être pour lui la manière de diriger toute sa colère vers quelque chose, et il va la diriger donc dans ce comics, dans la rédaction de ce comics, pour pouvoir ensuite refermer le comics et peut-être essayer de passer tout doucement à autre chose. Et l'histoire reprend du coup en partie son histoire dans les très 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 grandes lignes, hein. Donc, quand je dis très grande ligne, c'est-à-dire un personnage principal masculin qui perd sa petite amie. Sauf que là, alors lui, c'est un accident de voiture, je crois, pour l'auteur. Pour De Croo, c'est une bande de malfrats à sa petite amie et à lui. Sauf que lui, il revient à la vie grâce à quoi? Grâce à De Croo, donc un corbeau, et en tant que sorte de ange de la vengeance, on va dire. Techniquement, il est revenu à la vie, donc ça serait peut-être mort-vivant, mais c'est ange de la vengeance, ça lui collerait mieux par rapport à l'aspect vraiment poétique, parce qu'il y a une certaine poésie qui se dégage de ce bouquin, hein. Si je dis mort-vivant, on imagine autre chose, on imagine un peu. Non, là, c'est pas du tout le cas. Alors, il ne craint pas les balles, ça c'est évident, il est déjà mort. Mais par contre, il va se lier d'amitié, par exemple, avec une petite fille, ce qui sous-entend qu'il a échangé avec elle. Donc, je crois même qu'il va lui offrir un collier. Bah, le collier de sa petite amie, je crois même. Donc, mort et qui revient à la vie, oui, mais pas mort-vivant dans le sens où on entend. Mais par contre, ange de la vengeance, ouais, ça lui colle plutôt bien. Et donc, ben, le but du personnage revenu à la vie, c'est de trouver les pistes des différents malfrats qui étaient dans la voiture, qui ont fini par mettre, par tuer, par violer, tuer sa petite amie et par le tuer lui. Euh, donc le comic, c'est quand même un côté fouloir. C'est un peu ce dont l'auteur avait besoin, je pense. Du coup, tu le ressens dans ce titre. Tu as vraiment un côté un peu brut, un peu cru, et une violence, c'est boum, 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 assez efficace, tu sais, en mode pas de questions, quoi. Et à la limite, c'est si tu vas dans le sens de Croc, tu peux t'attendre à une mort à peu près paisible, à peu près douce. Tandis que, à l'inverse, si tu l'emmerdes, ça peut durer un peu plus longtemps, quoi, on va dire. Bonsoir Little Ray, tu vas bien? Salut. Donc c'est un comics que je vous conseille plus d'une fois, qui est entré dans la légende. Donc c'est pas pour. Je pense que vous retrouvez un peu ce côté indé, avec le côté noir et blanc, mais aussi un peu cette approche un peu Tortue Ninja, mine de rien, notamment sur la pose et les fringues des personnages. Je trouve qu'on retrouve un tout petit peu de cette ambiance. Euh, et concernant donc ici édition définitive, il faut savoir que lorsque l'auteur a proposé ce comics, bah, il s'y connaissait pas en comics. C'était vraiment la toute première fois qu'il en faisait un, et il était persuadé que il connaissait pas comment ça fonctionnait en fait. Donc il était persuadé qu'il lui fallait un nombre de pages paires. Donc du coup, il a déjà tout fait pour avoir un comics de page paire, sauf qu'en fait, bon, c'est pas tout comme ça que ça fonctionne. C'est par demi-planche. Et en fait, quand il s'est pointé, on lui a clairement dit ah non, mais c'est pas aussi simple que ça. Il nous faut, alors je sais plus exactement, mais c'est du genre 16 pages, soit 32, soit 48. Bah, tu peux pas te pointer avec, j'en sais rien, par exemple 24 pages juste parce qu'elles sont paires. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il a dû dégager pas mal de planches pour condenser son récit pour pouvoir entrer, pour que son titre rentre dans les clous et qu'il puisse ensuite imprimer.
ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'il disait clairement qu'il y a des scènes où, à l'époque, il était plus jeune et il était incapable de les dessiner correctement. Donc, plutôt de les dessiner correctement, il préférait pas les mettre du tout. Et lorsque il a pu faire une autre édition et qu'il a pu progresser aussi en dessin, là, il a pu du coup remettre les planches qu'il avait perdues, mais aussi faire ses planches secondaires qu'il se sentait pas capable de faire, mais auxquelles il croyait et qu'il a pu du coup faire à peu près correctement. Et c'est vrai qu'elles envoient du lourd. C'est notamment une scène où on voit Eric, donc le personnage principal, en train soit de discuter, soit de tuer des malfrats, mais en fait, tu ne vois pas Eric, tu vois son reflet à travers, je crois, une tasse à café, ou alors peut-être même du sang sur le sol ou quelque chose comme ça. Clairement pas facile. Donc tu as ce genre de case assez poussé d'un point de vue dessin, qui a pu réaliser donc par la suite. Donc, De Croc, je vous le conseille, est plutôt deux fois qu'une. Si vraiment vous n'aimez pas, bon bah là vous pouvez le revendre. Par contre, si vous avez ne serait-ce qu'apprécié un tout petit peu, je vous conseille donc de ne pas le revendre parce que c'est le genre de bouquin, vous savez, qui vous travaille après et vous dites de rien, je me le relirai bien. Moi, c'est ce qui m'était arrivé en tout cas. Pour ma part, la deuxième sélection, j'ai pris que des bangers, hein, voilà, voilà, je voulais pas lire de la merde en ce moment. Du coup, je me suis refait le premier arc de Fable, écrit donc par Bill Willingham, et du coup pour le premier arc, qui est dessiné par Lan Medina. Euh, J'avoue que je sais pas pourquoi, c'est genre ce style graphique là qui m'a vraiment fait accrocher au truc. Et j'ai beaucoup de mal à continuer Fable au-delà de son style. Voilà, le deuxième arc, il y a un changement de dessinateur et j'avoue que ça m'a un peu. Ça me refroidit. Il faudra que je persévère. Mais c'est quand même un pitch que j'aime beaucoup. Un univers que j'aime beaucoup. Que j'ai à la base découvert grâce au jeu Telltale, voilà, qui est un préquel aux comics. Donc le jeu qui s'appelle The Wolf Among Us. On est censé avoir The Wolf Among Us 2 à un moment donné, hein, il a été annoncé, on en a vu un trailer, mais c'était il y a. Je crois que j'étais peut-être encore à Bordeaux à l'époque, je suis pas sûr, mais en tout cas ça fait un bon moment, donc j'aimerais bien voir la suite s'il vous plaît. Donc voilà, le jeu qui m'a fait découvrir l'univers, grosso modo c'est toutes les fables, voilà, hein, on va dire, se retrouvent dans le monde moderne, on habite pas tous à New York, mais ouais, il y a toute une communauté voilà, il y a Blanche-Neige, le grand méchant loup, le prince charmant, la belle et la bête, enfin voilà, plein de créatures, de contes, de fables, de légendes qui vivent en communauté et qui doivent un petit peu naviguer ce monde moderne qui peut être tout aussi cruel que le monde des fables. Donc voilà, voilà, et en plus c'est mélangé avec un petit côté vraiment très polar parce que ben, dans cette communauté de légendes, de fables, ben, on a le shérif, on a le maire, enfin voilà, il y a quand même des rôles très établis et on suit principalement euh, Big Wolf, qui en anglais est un peu une sorte d'abréviation de The Big Bad Wolf, donc le grand méchant loup, qui est donc le shérif qui est censé faire régner l'ordre et on le suit voilà dans le premier arc essayer de résoudre le meurtre, enfin la disparition et le potentiel meurtre de la sœur de Blanche-Neige, qui est un petit peu l'intendante de la communauté de personnages. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins, ça se suit comme un très bon polar. L'imagination pour porter un petit peu tout cet univers-là, je le trouve cool. La représentation visuelle, d'ailleurs, je pense que tu peux passer à la slide d'après parce que j'ai mis de cases. J'aime beaucoup la manière dont ça a été. Alors voilà, à gauche, bon, voilà, le côté polar, voilà, c'est relativement pour adultes. Alors c'est pas genre méga gore, méga violent, mais je dirais pas que c'est pour les enfants non plus. Euh, Ah, il est génial le message sur le mur No More Happily Ever After. Exactement. Génial. Plus de ils finirent heureux et ils auront plein d'enfants. Enfin voilà, Exactement. Ah, c'est terrible. voilà. Donc c'est peut-être l'un des plus gros titres qu'ait jamais publié Vertigo. Si ce n'est le plus gros qui n'est vraiment pas d'ici. Enfin, quand je dis d'ici, vraiment DC super-héros. À la limite, Sandman est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Peut-être V pour Vendetta. Ouais, non, Watchmen. J'ai rien dit. Enfin, quoique Watchmen, c'est quand même. Bon, bref, c'est quand même un des plus gros titres que Vertigo ait jamais publié. Voilà, je vous conseille. Alors, en plus, il y a quand même sacrément. Il y a
quelques spin-offs, il y a pas mal de numéros. J'avoue, voilà, j'aime surtout vraiment le premier arc. Le deuxième était plutôt cool, mais voilà, l'aspect graphique m'a vraiment pas déçu, parce que là, ça voudrait dire que c'est mauvais, mais vu que c'était pas le même et que j'avais tellement aimé ce style-là pour le premier arc, j'ai un peu de mal. Mais il faut que je continue. Il y a des intégrales aussi en Urban De Nomad. page. Exactement. Donc vraiment, je sais qu'au moins le premier Je volume, vous pense que pouvez c'est cela l'avoir. que je vais prendre. Voilà. C'est dommage quand je vois les dessins, mais il y a trop de volume. En termes d'investissement, je pense que c'est mieux pour moi. Ouais. Bah là, alors c'est vrai que ça, en fait, dans ma tête, il y a vraiment, j'ai envie de me lancer sur une série que je vais vraiment suivre, pas forcément hyper vite, mais je sais que ce sera mon truc quand j'ai rien d'autre à lire. Ce sera ça que je pourrais prendre à chaque fois. Et vu que j'ai déjà commencé Fable, je pense que je vais persévérer là-dessus. Mais c'est vrai que Saga, c'est un petit peu. Fable est beaucoup plus fantasy que Saga, mais c'est un petit peu le même genre de. En termes d'importance, en termes ouais, de comics, pas vraiment indépendant pour Fable, mais c'est un petit peu dans le même. Voilà, ça prend du temps. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les dessins. Et c'est vraiment le genre de dessin pour le coup qui. Là, alors, je sais pas quand est-ce que Fable est sorti pour la première fois, mais je peux vous dire que c'est allez, fin des années 90 ou début des années 2000. On est vraiment dans ces eaux-là. C'est, ça se reconnaît. C'est l'habitude. Et je vais la regarder ça, mais je suis quasiment sûr. Et j'ai pas regardé volontairement parce que je voulais aborder ce point-là. C'est un peu pour me la péter Ça, aussi. pendant que tu cherches, je rebondis de nouveau sur les images parce que franchement, c'est dingue hein, ce qui est fait. Et il y a tellement de détails. Tu sais ce qui manque? Il manque plus que la gueule de Charlie, en fait, dans un coin, et tu vas le trouver. Tu sais. C'est Tellement tu as de détails, c'est un sacré travail, c'est incroyable. ouais, cette planche est assez. Et en plus, c'est vraiment plein de références à plein d'histoires. Et il y a dans d'autres numéros, hein, il y a des planches aussi. Il y a beaucoup de personnages. Parce qu'à un moment, il y a un sorte de bal et inviter plein de personnages de l'univers, donc c'est plein de références parce que c'est genre je sais pas le petit poussé, je sais pas quoi. Enfin donc voilà, c'est vraiment toujours. Enfin il y a beaucoup de planches assez fournies. C'est sorti en 2003. Voilà, donc j'avais raison. Voilà, je me la pète un peu, mais c'est vraiment typiquement le genre de dessin qui est pas vraiment intemporel, mais je dis pas ça pour être méchant. C'est vraiment c'est ancré dans une période. Je sais pas pourquoi moi. Et alors j'avoue que je trouve Blanche-Neige. Oui, c'est Blanche-Neige. Je trouve Blanche-Neige magnifique avec ce dessinateur-là. Enfin voilà, la chevelure d'ébène, etc. La C'est un peau peu le très principe blanche. de Blanche-Neige, normalement. Oui, mais je veux dire, elle est très bien. Je Si trouve tu lui mets que de l'herpès, ça casse le mythe, quoi. c'est sûr, mais je sais pas. Et en plus, la tenue noire, enfin, je sais pas. Voilà, je la trouve euh, très très jolie, la madame. Voilà. Et très bon bouquin. Voilà, on va plutôt finir sur cette note-là. Ça se lit, ça t'accroche, c'est beau. Enfin, voilà, le succès n'est pas démérité. Bon, de là. Un petit mot rapide sur Superman, la chute de Camelot. De Cam... Par réflexe, j'allais dire Camelot. Non, Hmm, pas Camelot, du coup. Camelot. Euh, J'en parle très vite parce qu'il y a la critique d'ores et déjà sur MDCU, mais voilà, il m'a marqué, donc je voulais quand même vous en toucher un petit mot. Euh, alors, est-ce que c'est culte? Alors, il y a Mac qui dit qu'il l'a pas trop aussi culte que certains le disent. Alors, culte, peut-être un grand mot. Et alors, je peux comprendre qu'il soit conseillé quand même très fréquemment, et je peux comprendre aussi qu'il ne soit pas dans les top 10 de Superman, quoi. C'est vraiment un peu un entre-deux. Mais ce qui veut dire, si au moins on se pose la question de savoir s'il est culte ou s'il il mérite d'être dans le top 10, c'est qu'il y a un minimum de qualité. Donc effectivement, peut-être pas aussi incontournable que certains le diraient, mais oui, la qualité est présente. Euh, un petit mot sur l'envers du décor parce que c'est quand même super intéressant. Ici, en fait, c'est DC Comics qui a contacté non pas le scénariste, mais le dessinateur. En mode, on aimerait beaucoup que tu dessines Superman. Est-ce qu'il est possible voilà, que tu sois en charge d'un titre autour de l'homme d'acier? Et ça, Carlos Pacheco a répondu oui, mais à une condition, c'est que le scénariste soit Kurt Busiek. Donc c'est comme ça que Kurt se retrouve également au scénario de ce titre. Concernant son scénario, justement, à la base, c'était une idée qu'il avait en tête, un petit pitch qu'il avait en tête, mais pour la Justice League. Donc il a un petit peu adapté, réajusté pour qu'il ne soit non plus pour la Justice League, mais pour Superman. Maintenant,
Superman a une telle aura que même s'il est tout seul, son idée fonctionne parfaitement. Cette idée, c'est quoi? C'est que il faut partir du principe qu'il y a un équilibre sur Terre, le bien, le mal, et que la balance doit être équilibrée, l'équilibre doit être maintenue. Ce qui sous-entend que si tu fais un peu de bien, l'univers va faire quelque chose, on peut parler peut-être de karma, j'en sais rien, ou même de karma inversé, va faire quelque chose de mauvais entre guillemets pour contrebalancer, pour maintenir du coup cet équilibre constant. Le problème, c'est que ben, Superman, c'est Superman. Donc il y a le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Donc il y a un déséquilibre total dans cette balance qui, selon le personnage principal, doit être maintenu. Et donc, il va finir par intervenir. Il va expliquer la situation à Superman et il lui dit clairement ça va pas, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes, il faut que tu laisses l'univers contrebalancer tout ça. Il faut que tu laisses l'univers faire une petite catastrophe, quitte à ce que des millions de personnes meurent. Mais pour quelle raison? Bah, pour sauver l'humanité. C'est se prendre une petite catastrophe pour le coin de la gueule aujourd'hui pour ne pas se prendre toutes les catastrophes possibles et imaginables demain. Et du coup, tu as Superman qui doit se poser cette question. Qu'est-ce que je fais? Sauf que, bah, vous l'aurez compris, c'est Superman. Il peut pas ne pas intervenir. Donc, que va faire le personnage qui, du coup, l'a mis en garde? Bah, il va prendre les devants. Et il va tenir ce rôle de super vilain, essayer d'équilibrer lui-même cette balance avant que l'univers, entre guillemets, s'en charge. Sur ce principe, c'est génial. Franchement, au niveau de l'histoire, je la trouve vraiment, vraiment chouette. Au niveau des dessins aussi, c'est pas pour rien que Carlos Pacheco, du coup, a été appelé, je pense. Donc, intriguant, plutôt bien trouvé, original, bien dessiné. Bah, tout ça, c'est déjà pas mal, hein, mine de rien. Donc, ouais, franchement, une bonne petite lecture, que je vous conseille si en plus vous avez déjà lu vraiment, un peu tous les grands incontournables de Superman. Ça, c'est souvent un titre qu'on oublie. C'est dommage, il est au moins à lire selon moi. Pas forcément à posséder, mais à lire. Bon, sur Hypnos 4 Bienvenue. on a le dieu du sommeil parmi nous donc. C'est bien à dormir quand même.